On va parler de crédit immobilier, on va parler de taux d'endettement et de limite à 35%. C'est marrant parce que c'est une question en général que les investisseurs se posent en premier. Je le vois un peu là avec les élèves que j'ai en coaching. Ils n'ont pas forcément commencé à investir et déjà en fait ils se limitent et ils se disent mais en fait une fois que je serai à 35%, comment est-ce que je vais faire pour passer au-dessus? Comment est-ce que je vais faire pour continuer à emprunter? Alors que pour le moment ils ne sont pas endettés du tout, ils n'ont même pas fait un premier achat. Mais déjà, on voit que dans la tête des investisseurs, il y en a beaucoup qui se projettent très vite, parfois trop vite, et qui anticipent en fait des problèmes qui ne sont pas encore là. Le 35%, c'est un truc qu'il faut anticiper, c'est sûr, mais il ne faut pas non plus le voir comme une barrière qu'on ne peut pas franchir. Et on va voir justement dans cette vidéo que y a pas mal de choses à faire en fait. Et entre un investisseur débutant et un investisseur qui est déjà à 35% parce qu'il a déjà un peu d'expérience, il a déjà fait un petit peu d'investissement immobilier, on va voir que ce n'est pas la même relation avec la banque. Pour ceux qui me découvrent et qui veulent investir dans l'immobilier, je suis le cofondateur de l'e-Box. C'est aujourd'hui l'application numéro 1 des investisseurs immobiliers qui vous aide à trouver les meilleures villes pour investir, trouver les biens les plus rentables et aussi valider toute la rentabilité avec des simulateurs de rendement, de cash flow et de fiscalité. Vous avez un lien dans la description pour pouvoir tester gratuitement pendant 7 jours. Donc le 35%, vous le savez sûrement, mais quand on fait du crédit immobilier classique, on va rentrer après dans le détail, on a cette fameuse limite de 35% qui a été imposée par le HCSF, le Haut Conseil à la stabilité financière, si je ne dis pas de conneries. Et du coup, ils interdisent, entre guillemets, de faire des crédits à des personnes qui sont endettées à plus de 35%. Grosso modo, l'endettement, comment ça se calcule? Ça va être vos charges divisées par vos revenus. Donc si vous avez 1000 euros de revenus, on va faire un cas simple, et 350 euros de charges. 350 divisé par 1000, ça fait 35%, vous êtes à la limite. Dans vos charges, très souvent, ça va être votre loyer personnel si vous êtes en location et vos crédits. Grosso modo, il y a 2-3 autres composantes qui rentrent en jeu, mais les deux principales, c'est ça. Et vos revenus, ça va être en général votre salaire et vos loyers si jamais vous avez des revenus locatifs qui vont souvent être pondérés, des fois à 70%, des fois à 80%, des fois ils vont être pris en compte à 100%, ça va dépendre un petit peu des banques, mais en général, il y a une décote qui va être appliquée sur les loyers que vous touchez et c'est comme ça que vous allez avoir votre taux d'endettement. Ce HCSF, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que en fait, au-dessus de 35% de taux d'endettement, on ne peut plus prêter sauf dans 20% des cas. Donc il y a quand même une autorisation qui est faite pour les banques. Donc sur un dossier sur 5, même si la personne est au-dessus de 35%, ils ont le droit de prêter. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais la difficulté, c'est que dans ces 20% qui sont autorisés, donc admettons sur 100 demandes de crédit, on va en avoir 20 où on va avoir le droit de prêter même si les personnes ont plus de 35% de taux d'endettement. Mais sur ces 20 sur lesquels on a le droit de prêter, on doit en garder 80% pour de la résidence principale. Donc en fait, sur le total de 100, on en a 16 qui sont uniquement pour de la résidence principale et on va en avoir que 4 qui vont être pour de l'investissement locatif. Donc au global, il n'y a que 4% des dossiers en investissement locatif qui peuvent passer au-dessus du 35% d'endettement. Donc c'est vrai que ça ne fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup, mais ce qui est marrant, c'est que quand on regarde un petit peu les chiffres de la Banque de France et qu'on regarde les montants qui ont été prêtés par les banques pour des personnes qui sont sous le 35% d'endettement ou au-dessus du 35% d'endettement, on se rend compte que les banques n'utilisent pas toute la marge de manœuvre qu'elles ont. Et donc en fait, on est dans une situation où les banques ne prêtent pas au-dessus de 35% à certaines personnes, non pas parce qu'elles sont forcées par le HCSF et parce que c'est interdit, mais simplement parce qu'elles ne trouvent pas en face des investisseurs qui ont des dossiers suffisamment bons dans lesquels elles peuvent avoir confiance et dans lesquels elles se disent que leur argent sera bien placé. Parce que n'oublions pas que la banque, son métier, c'est quand même de gérer de l'argent, de faire des prêts intelligents et surtout de gérer du risque. Donc il y a toujours une notion de rendement et de risque. Et quand on prête à une personne endettée, il y a peut-être un peu plus de risque que de prêter à monsieur et madame tout le monde qui va acheter sa résidence principale. Et du coup, il faut qu'elles aient de bonnes raisons de le faire. Et c'est ce qu'on va essayer de voir aussi pour justement inciter la banque à nous prêter même quand on est au-dessus du 35%. Ce qu'il faut savoir, c'est que une des premières choses déjà qui va faire que la banque va nous prêter plus facilement quand on est au-dessus du 35%, ça va être d'augmenter son apport. Alors, c'est un peu la dernière solution, mais c'est quand même celle qui marche le mieux. On va toujours essayer de mettre le moins d'apport possible pour faire le plus de levier possible. J'ai fait une vidéo que je vous remets juste ici sur pourquoi est-ce que l'effet de levier est hyper important et pourquoi est-ce que c'est ça qui nous fait vraiment gagner de l'argent en fait quand on fait de l'immobilier. Donc, on va toujours essayer de réduire son apport, mais on se rend compte que quand on commence à dépasser les 35%,
on va souvent avoir des apports qui sont autour de 20% qui vont être demandés par les banques. Et pourquoi 20%? Alors qu'en général, on va plutôt être autour de 10 quand on est en dessous du 35%. C'est parce que la banque, elle se dit que si jamais vous ne payez pas votre crédit, le bien va être saisi et va être vendu pour se rembourser. Alors en pratique, ce n'est pas vraiment la banque qui va le faire, sauf s'il y a une hypothèque, mais c'est plutôt l'organisme de cautionnement qui va se charger de ça, mais le principe est le même. Ils vont devoir saisir le bien, le revendre pour pouvoir se rembourser eux et pour pouvoir récupérer l'argent qu'ils vous ont prêté. Et en fait, les banques ont une espèce de règle où elles se disent que quand on récupère un bien, le but, c'est pas qu'il reste en vente pendant 6 mois, on a envie qu'il se vende vite, parce que le fait de mettre en vente, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, ça occupe des gens. Et donc en fait, un bon moyen pour qu'un bien se vende facilement et qu'il se vende rapidement, c'est de le mettre 20% sous le marché, c'est un peu la règle des banques. Et c'est pour ça que si vous avez mis 20% d'apport, le crédit que la banque vous a accordé, c'est uniquement 80% de la valeur du bien. Et donc si jamais même dès la première mensualité, vous vous mettez à plus payer, en fait la banque peut prendre le bien, le mettre 20% sous le marché et normalement du coup elle va récupérer exactement le montant qu'elle vous a prêté et donc elle se sécurise en faisant cette méthode-là. Donc l'apport, ça reste la première solution pour passer au-dessus du 35%. Et on se rend compte que ça marche assez bien. Vous verrez si vous contactez un petit peu des investisseurs qui ont passé le 35%. En général, mettre de l'apport, ça débloque très bien la situation, surtout si vous avez une bonne relation avec votre banque et qu'elle voit que vous avez des investissements avant qui ont bien marché. Et donc, on arrive au deuxième point qui est important, c'est que justement, quand vous allez voir votre banque pour la première fois, pour votre premier investissement locatif, vous n'avez pas la même crédibilité que quand vous venez la voir pour le deuxième, pour le troisième, pour le quatrième, pour le cinquième, pour le dixième. Au fur et à mesure, vous allez devenir de plus en plus professionnel dans l'approche. Et du coup, même si vous avez l'impression qu'au début, c'est un peu compliqué d'avoir des crédits avec votre banque parce que le premier et le deuxième, vous avez dû batailler un peu, quand vous arrivez en général au 35%, en fonction de où est-ce que vous avez acheté, vous avez peut-être déjà 1, 2, 3, 4 biens. Donc vous avez déjà un peu d'historique, vous avez un peu un track record, comme on l'appelle, et du coup vous avez un peu des preuves que vous savez ce que vous faites et que vous êtes un investisseur, on va dire, semi-professionnel. Et ça change aussi toute la donne. Et c'est pour ça que quand on arrive au 35%, le dossier qu'on présente à la banque, la façon dont on présente son projet n'est pas du tout la même que quand on démarre et pas du tout la même non plus que quand on fait de la résidence principale, où là l'idée ça va être d'avoir quelque chose de beaucoup plus professionnel et d'avoir quelque chose où on a vraiment une vraie analyse du projet, une vraie analyse de tous les chiffres, une vraie analyse de son patrimoine perso aussi pour montrer que ces achats, ils rentrent dans une logique un peu patrimoniale et que du coup on n'achète pas tout et n'importe quoi mais qu'on a réfléchi un petit peu long terme avec peut-être justement de la diversité dans son patrimoine, à la fois géographique parce qu'on achète dans des villes différentes ou alors dans la typologie de biens, des petits appartements, des grands, peut-être certains appartements qui sont loués en meublé, d'autres qui sont loués en nu, peut-être de l'immeuble, peut-être de la coloc, et montrer que justement en fait on a quelque chose qui est un peu logique. Donc c'est une histoire qu'il faut raconter un petit peu à la banque pour que derrière on se dise ok, ce gars il sait ce qu'il fait et du coup on va lui faire confiance et du coup on va pouvoir lui prêter de l'argent même s'il est au-dessus du 35% parce que les banques ont la possibilité de le faire, mais le seul souci c'est de trouver des personnes qui inspirent suffisamment confiance à la banque pour qu'elle soit d'accord pour le faire. Autre chose qui est hyper important aussi, on parle souvent, donc je l'ai dit un petit peu plus tôt, la banque elle va gérer un risque et un rendement et c'est vrai que prêter à quelqu'un qui achète sa résidence principale, c'est un peu moins risqué que de prêter à quelqu'un qui est déjà endetté à 35%. Et pourtant, le taux du crédit immobilier, grosso modo, ça va être à peu près le même. Des fois, il y a des petits écarts entre le locatif et la RP, mais en général, ce n'est pas grand-chose. Et du coup, la banque, elle se dit, en fait, moi, si j'ai le choix entre un profil RP très tranquille, on va dire un couple qui achète une maison pour s'installer, et un investisseur immobilier qui peut-être fait de l'immeuble de rapport, qui peut-être fait des gros travaux et qui peut-être fait ça dans des villes un peu moyennes, forcément le risque c'est pas le même. Et du coup, pour que la banque soit d'accord pour prêter à l'investisseur locatif plutôt qu'à la personne en RP, il faut que le rendement il soit plus important sur la personne qui fait un investissement qui est plus risqué, donc sur l'investisseur locatif. Comment est-ce qu'on fait en sorte que la banque soit plus rentable sur nous? Il y a plusieurs possibilités. Déjà, c'est de ne pas forcément être trop chiant sur le taux. On a toujours tendance à vouloir négocier un maximum le taux. Ce n'est pas forcément le meilleur élément à négocier dans un crédit, même si c'est important parce que c'est des frais, c'est de l'argent perdu entre guillemets, mais c'est des frais qui sont quand même déductibles fiscalement, donc on atténue un petit peu la dépense à ce niveau-là. Et puis, ce n'est pas non plus quelque chose qui va changer grand-chose sur notre crédit, sur notre investissement immobilier de manière générale, parce que qu'on gagne 0,10, 0,20, 0,30, même 0,50,
Ça ne va pas avoir un impact fou au final sur la mensualité de crédit, ça ne va pas avoir un impact fou à la fin sur la rentabilité du projet. Et des fois, c'est plus intéressant d'aller négocier par exemple l'apport pour se garder du cash à la fois pour se sécuriser et puis aussi pour pouvoir refaire des crédits derrière en mettant de l'apport quand il y aura besoin d'en mettre plus. C'est des fois plus intéressant d'aller négocier un petit peu la durée de crédit ou d'aller négocier le différé de crédit ou d'aller négocier ce genre de choses où là finalement la banque elle a moins de pertes directes en fait plutôt que le taux où c'est vraiment ça qui va leur rapporter de l'argent. Et il y a aussi quelque chose auquel on pense pas trop, c'est d'aller dans le sens du banquier et de faire travailler notre PNB en tant que client. Le PNB, c'est le produit net bancaire, c'est un petit peu la valeur que vous avez en tant que client auprès de la banque. Et ça, c'est important en fait d'avoir un bon PNB parce que ça veut dire que vous êtes un bon client et que vous rapportez de l'argent à la banque. Et comme on vient de le dire, vous avez besoin de rapporter un peu plus d'argent à la banque parce que vous êtes un profil qui est plus risqué. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter des fois à prendre des assurances avec les banques, qu'il ne faut pas hésiter à prendre d'ouvrir des comptes potentiellement pour les enfants. Il ne faut pas hésiter des fois à prendre des forfaits téléphoniques. On voit des cas, moi je vois des investisseurs où il y avait des crédits de l'ordre de 300-400 000 euros où ça bloque un peu et en fait on a réussi à faire débloquer la situation juste en achetant un forfait de téléphone qui coûte 20 euros par mois. La personne n'en avait pas du tout besoin parce qu'elle en avait déjà un et donc c'est vraiment 20 euros par mois qui sont jetés par la fenêtre. Mais au final, qu'est-ce que c'est 20 euros par mois par rapport à un crédit de 400 000 euros qui permet d'acheter peut-être un super investissement avec une renta à 10%? C'est 20 euros par mois, en fait on s'en fout complètement, c'est à fond perdu mais c'est pas grave parce que ça permet de débloquer la situation. Ça c'est un petit peu toutes les méthodes pour passer au-dessus du 35% quand on est sur un crédit immobilier classique. Mais il y a un truc aussi qu'il faut savoir et qui est utilisé par pas mal d'investisseurs qui commencent à bien enchaîner et qui se professionnalisent, c'est en fait de savoir que ces 35% et ce HCSF, en fait, ça ne s'applique que pour les crédits aux particuliers et donc ça ne s'applique pas aux crédits professionnels. Donc vous avez la possibilité aussi, au lieu de faire du crédit immobilier pour particuliers, de faire du crédit pro. Donc là, on va plutôt être sur des entreprises du type SAS, SASU, EURL. Ça ne va pas forcément être possible en SCI, même à l'IS, parce que la SCI, ça reste une société civile, c'est une société transparente. Alors que quand on est sur des sociétés plutôt commerciales, comme je viens de les citer, là pour le coup on va plutôt être avec des banquiers professionnels et on va être sur du prêt professionnel. L'avantage du prêt pro, c'est qu'on n'a pas ce HCSF, il y a quand même une analyse forcément du dossier qui est faite pour savoir si le projet est intéressant, mais on est dans une logique qui est un peu plus professionnelle où on va regarder un petit peu le projet en lui-même et pas tant le taux d'endettement de la personne qui le fait. Les inconvénients là-dessus, c'est qu'en général, les taux sont un peu plus élevés pour du crédit professionnel par rapport à du crédit immobilier et les durées sont un petit peu plus courtes. Alors je dis un petit peu parce que le crédit pro sur 25 ans, vous pouvez quasiment oublier. Par contre, sur 20 ans, ça se fait quand même assez souvent. Des fois, les banques vont vous demander de faire ça sur 15 ans pour du crédit pro, mais il faut savoir que le 20 ans, ça se fait quand même assez bien. Moi, pour voir des investisseurs qui le font. Donc, il faut aussi aller chercher les bonnes banques qui vont accepter de vous prêter sur assez longtemps. Donc, 20 ans, c'est l'idéal pour que vous ayez une mensualité qui ne soit pas trop élevée et que vous ayez un cash flow qui ne soit pas trop mauvais. Donc ça, c'est toutes les méthodes qu'on peut avoir. On voit que finalement, ce 35%, en réalité, ce n'est pas non plus un problème énorme. Moi, je vois assez peu d'investisseurs qui sont vraiment bloqués à ce 35% et qui n'arrivent pas à aller au-dessus. Donc en général, il y a toujours des solutions qui se font à la fois en crédit perso et en crédit pro si jamais on veut partir sur cette solution-là. Et finalement, il vaut peut-être mieux se concentrer déjà sur les 2-3 premiers achats pour aussi avoir un bon track record, pour avoir un bon historique et pour pouvoir être crédible auprès du banquier pour que le jour où on lui demande un crédit alors qu'on a déjà passé ce 35%, la négociation puisse se faire correctement et que vous puissiez continuer à faire des investissements et à lever de la dette, ce qui est quand même le plus important quand on fait de l'immobilier. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Posez-moi toutes vos questions en commentaire si vous voulez qu'on approfondisse certains sujets. J'espère que ça vous a aidé et je vous dis à mardi prochain. Ciao, ciao.